Le chiffre, le voilà, la participation à 17h est de 39,4% selon le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, on se rend tout de suite au ministère de l'Intérieur. Frédéric Delpech, la tendance se confirme-t-elle ? Et oui, elle se confirme et elle s'accentue même un peu par rapport à midi avec ce taux de participation à 17h, 39,42%. Vous l'avez dit, c'est plus d'un point de moins qu'en 2017 où la participation s'était établie à 17h à 40,75 et c'est même presque 10 points en dessous de la participation à l'élection, au premier tour de l'élection législative de 2012. Et puis on est aussi très très loin des chiffres de la présidentielle, du premier tour de l'élection présidentielle, puisque, je vous rappelle que la participation à 17h était de 65%, donc on est vraiment très en dessous. Et puis, concernant les départements qui ont le plus voté, comme à midi, on retrouve le Lot en tête du peloton, avec plus de 52% des électeurs qui se sont déplacés, suivi des Pyrénées-Atlantiques et de la Haute-Vienne. Et puis, en queue de peloton, c'est le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis, avec seulement 27,72% des électeurs qui se sont déplacés à 17h. Merci beaucoup Frédéric Delpech. On continue de décrypter les enjeux ensemble. Oui, Frédéric Dabi, peut-être votre première réaction sur ce chiffre communiqué par le ministère de l'Intérieur. Il confirme ce qu'on a eu à midi. Il n'y a pas eu de sursaut particulier. On est en gros à 1,3 en dessous de ce qu'avait été la participation à 17h. Je dis bien à 17h sur les élections législatives de juin 2017. Clairement, cela va sans doute annoncer une abstention record, pas un effondrement. Certains parlaient d'une abstention à 58-60%. Ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, ça montre que ce scrutin s'inscrit dans ce cycle abstentionniste qui touche les élections législatives et qui a été, comme ça a été dit, accéléré par l'inversion du calendrier électoral et plus largement un cycle abstentionniste qui touche le pays, puisque depuis 2007, à toutes les élections présidentielles et législatives, on a moins voté qu'à l'élection précédente. Est-ce que ça peut encore beaucoup évoluer ? On rappelle les horaires différentes, fermeture de bureaux de vote, et on a vu à quel point ça peut jouer dans certains scrutins. Un point très factuel par rapport à la présidentielle. La présidentielle, les bureaux fermés à 19h et 20h. Là, ça sera 18, un peu 19 et surtout 20. Dans beaucoup de bureaux, dans la majorité, je pense, des bureaux de vote, il n'y a plus que 58 minutes de vote. Je ne pense pas qu'en 58 minutes, on change beaucoup de choses. David Revaud-Dallon, vous parliez tout à l'heure de 3 blocs. Est-ce que finalement, ce soir, on ne va pas peut-être parler de 4 blocs ou du premier bloc, c'est-à-dire les abstentionnistes, ces Français qui ne sont pas allés voter à ce premier tour de l'élection législative? Alors 4 blocs, ça veut dire que vous supposez qu'il y en a un troisième politique hors abstentionniste, c'est-à-dire l'extrême droite. Si les projections, si les rapports de force lui donnent quand même un poids politique certain, il n'est pas certain que les projets, en termes de sièges et en termes de duel, donc ce soir, ça se vérifie. Mais pour ce quatrième des abstentionnistes, évidemment, mais c'est presque devenu un poncif ou un cliché de nos analyses des jours d'élection. C'est-à-dire que vous aviez auparavant 3 scrutins qui étaient extrêmement courus par les Français, extrêmement prisés. La présidentielle, bien sûr. Les municipales qui étaient les plus appréciées également et les législatives. Pourquoi ? Parce que les Français aiment voter pour leur président, pour leur maire qui est l'échelon de démocratie de proximité, le plus évident, le plus palpable, et puis le député qui est un petit peu entre les deux. On l'a dit, même si c'est une élection nationale, le système de la circonscription fait qu'on peut rencontrer son député, il a une permanence, on peut lui exposer ses problèmes, ses doléances, etc. Mais effectivement, toutes ces élections pâtissent, comme l'a dit Frédéric Dabi, du déficit finalement d'intérêt pour la démocratie, pour les usages démocratiques, pour le suffrage universel tout simplement. Et c'est vrai que, ça a été dit, l'inversion du calendrier, vous parliez de l'élection de 1978, extrêmement intéressant, parce qu'on a une élection en plein milieu du septennat de Giscard, il y a un vrai enjeu politique, et effectivement, les Français vont beaucoup voter. Question ultra simpliste, mais Roland Quérol, est-ce qu'on s'attendait, on pouvait imaginer pire ? J'entendais certains dire à la mi-journée, avec le chiffre de la mi-journée, il n'y a pas d'effondrement, c'était le verre à moitié plein. Comment vous le percevez ce soir ? La vérité, c'est que c'est des chiffres tellement mauvais que c'est difficile de faire encore pire chaque fois. Ouais. Mais on y arrive. C'est ça la réalité, c'est qu'on ne va pas battre le record à chaque fois. Ce qui serait important, c'est qu'il y ait une amorce de changement de courbe. Or, ce n'est pas le cas. Les Français, de plus en plus, désertent les urnes. Le premier parti de France, alors il est divers, mais le premier parti de France, c'est clairement l'abstention. C'est l'abstention qui est en tête, et ça ne peut que poser problème à notre démocratie représentative. Et je pense que les politiques sérieux le savent, ça.
que ça ne met pas en cause l'ensemble du fonctionnement des institutions. Les institutions vont continuer à fonctionner, on aura un deuxième tour, un Parlement qui sera légitime. Mais en même temps, voilà, il y a cette constatation que les Français continuent à dire qu'ils s'intéressent à la politique. Ils parlent de sujets politiques chez eux, ils parlent de sujets politiques au travail, mais les élections, ça les concerne de moins en moins parce qu'ils ont le sentiment que c'est pas là que ça se joue. Et donc, il faut absolument, à cette démocratie représentative, ajouter des éléments, pas remplacer, mais ajouter des éléments qui permettent une participation réelle des citoyens. C'est ça, en tout cas, qui demande d'enquête après enquête. Roland, vous voyez, vous-même, vous avez été amené à dire, bon, cette Assemblée, malgré la faible participation, elle sera légitime, mais on est obligé, du coup, d'élection en élection, de s'interroger sur la légitimité ou non de ceux qui sont élus dans de telles conditions, Hervé Gattegno ? Le système démocratique est fait pour que l'élection, le fait que des électeurs, des citoyens se déplacent dans un bureau de vote pour choisir, quel que soit leur nombre, rend ceux qui seront désignés légitimes. Par définition, c'est notre système institutionnel, il est ainsi. Rappelons quand même, parce qu'il ne faut pas verser dans le pessimisme le plus sombre, rappelons que dans les grandes démocraties, la France se porte encore relativement bien en termes de participation. Oui, au même niveau que le Royaume-Uni. Et rappelons que à l'inverse des grandes démocraties parlementaires, dans notre système à nous, il y a ce particularisme qui est l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Les Français savent intuitivement ou précisément que c'est l'élection majeure, et à cette élection-là, même si la participation baisse régulièrement, il y a encore une participation élevée. Donc les Français ne se trompent pas quand ils pensent que l'élection la plus importante, c'est celle du président. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure et j'y insiste, l'enjeu d'aujourd'hui et de dimanche prochain, c'est de savoir si le chef de l'État dispose seul, avec son parti ou avec sa coalition, d'une majorité qui lui permet d'accomplir réellement sa politique et de réaliser, en tous les cas, de ne pas aller les chercher engagements des qu'il a voix pris devant les citoyens. Voilà. Sinon, en effet, s'il n'a pas cette majorité, eh bien, soit c'est un autre qui a la majorité, et donc là, le président est en cohabitation, il ne peut pas mener sa politique, soit il est obligé, parce qu'il n'a qu'une majorité relative, de trouver des compléments, donc de trouver des accords à l'Assemblée nationale, donc par hypothèse, avec des partis qui ne sont pas d'accord avec lui. Et donc, cet entre-deux fait que le programme du président de la République n'est pas accompli pleinement, il évolue, il change, il se modifie, et donc les citoyens peuvent considérer que finalement, il s'est passé quelque chose qui a provoqué un virage entre l'élection présidentielle et l'élection législative. C'est tout ça qui se joue. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est une élection cruciale, malheureusement, dont les Français n'ont pas forcément conscience de l'importance véritable. Et Nathalie Chuc, cette majorité de projets, on en a parlé il y a quelques temps dans la Macronie. Finalement, c'était quoi ? C'était une façon de dire il va falloir aller chercher, élargir encore un peu plus cette majorité présidentielle. Au-delà de la question de majorité de projet, il y a aussi la question, vous parlez de la participation. Il y a tout un débat qui a commencé dès les Gilets jaunes et bien avant sur comment est-ce qu'on rend les élections plus légitimes, comment est-ce qu'il y a une réconciliation entre les politiques et les électeurs. Emmanuel Macron ayant eu cet aveu au moment de la crise des Gilets jaunes, je n'ai pas réussi à réconcilier les Français avec leurs représentants. Il avait lui-même dit pendant la campagne qu'il fallait peut-être envisager d'aller davantage sur des consultations directes type référendum. Il a réfléchi aussi à la piste des conventions citoyennes, dont les résultats n'ont pas toujours été suivis, on le sait. Il vient d'annoncer la constitution de ce qu'il appelle un Conseil national de la refondation pour essayer d'associer toutes les forces vives du pays, que ce soit les partenaires sociaux, les collectivités territoriales, les différents partis. Que certains appellent CESE, conseiller. Ouais. Essayer de revivifier un petit peu les choses. Alors on voit bien qu'il y a des tentatives d'électrochoc pour ramener un petit peu les électeurs vers les urnes. Donc pour l'instant, le compte n'y est pas du tout. Comment vous qualifiez les choses en somme ce soir ? Effondrement, maintien, lente érosion, signal d'alerte. Il y a des mots qui vont résonner comme ça peut-être Peut-être un peu de tout dans tout ce que vous citez ce soir, Amélie. Le plus, je dirais, qui peut interpeller, pour poursuivre ce que disait Nathalie, au moment où on nous annonce un conseil de la refondation, on nous parle de convention citoyenne. Attention aussi à ne pas envoyer le message,
les parlementaires, les députés, finalement, s'émêler au milieu de plein d'autres choses. Il y a un vrai pouvoir des députés, il est aussi à mettre en avant. Après, la question est de savoir comment justement les faire aimer, entre guillemets, ou les faire apprécier à nouveau de par les citoyens. C'est tout ça le sujet, toute la difficulté. C'est ne pas de dire, on va mettre des citoyens un peu partout, et puis finalement, les députés ne feront plus leur job. Julien, je vous fais signe parce que c'est le moment de découvrir notre chiffre, notre projection, estimation de l'abstention selon notre partenaire IFOP Fiducial et les Indes radios. Eh bien, vous l'avez découvert, 53% d'abstention, projection à 20h, donc de l'abstention. Frédéric Dabi, c'est votre chiffre. Alors, que faut-il en retenir? C'est le premier chiffre, effectivement, de la soirée. C'est une estimation sur la base de la participation à 17h. Avec un delta, on arrive à calculer, on essaie de calculer ce qu'elle pourrait être à 20h. 53%, c'est un peu plus qu'aux élections législatives de 2017. 1,7 de plus. C'est un chiffre historique. C'est la deuxième fois sous la Ve République, hors référendum, qu'à un scrutin national, une majorité de Français n'est pas allé voter. Alors, il y a les pourcentages, il y a ce qui se cache derrière. Si je prends comme base les 48 700 000 Français inscrits sur les listes électorales, si on en reste là, 53%, ce serait 25 810 000 Français qui n'iraient pas voter, qui ne sont pas allés voter aujourd'hui au premier tour de législative. C'est absolument vertigineux. Ça confirme ce double cycle électoral qu'on a évoqué ensemble depuis maintenant plusieurs heures, à savoir progression de l'abstention à chaque scrutin législatif depuis 2002, depuis cette inversion du calendrier électoral. Et puis plus largement, la France est, entre guillemets, malade d'un cycle abstentionniste à tous les scrutins depuis 2007, sauf les régionales de 2015, mais qui étaient post-attentat. L'abstention a systématiquement progressé d'un scrutin par rapport à un autre. Donc ce chiffre, 53%, la projection abstention selon et donc vous, 47% de participation. Exactement, et notre partenaire aussi, les Indes radios. C'est franco-français. Vous avez utilisé le mot de claque. La claque, elle est franco-française? Là, on est sur France, toute France, c'est-à-dire ça prend en compte également les territoires ultramarins. Franco-français, non. On sait que dans tous les pays, il y a ce cycle abstentionniste. Dans la plupart des pays, quand les habitants de tel ou tel pays ne trouvent pas un sens à une élection, il y a des pays qui sont encore moins bien lotis que nous en termes de participation électorale. Mais en tout cas, dans un pays éminemment politique comme le nôtre, qui est passionné par la chose publique, qui croit en cette capacité du politique à changer les choses, ce chiffre sonne comme une véritable claque. La question pour laquelle nous allons au cours de la soirée trouver des réponses, à qui cela a profité. On sait qu'une élection législative se fonde sur une mobilisation différentielle. Il y a un camp, lequel, qui va voter plus fort que d'autres camps qui vont être démobilisés. Et puis surtout, ça sera au cours de la soirée avec notre sondage Jour du vote IFOP Fiducial, quelles sont les catégories qui ont le plus voté. Les catégories, on parlait des jeunes, on parlait de l'électorat âgé, l'électorat populaire, qui a été très fortement mobilisé par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Ça sera des éléments, des inconnus qu'il va falloir relever. David Rodalon, est-ce que vous voyez le verre à moitié vide, le verre à moitié plein? Un peu d'optimisme sur ce plateau ou pas? Je reprends le vocal que Amélie vous avez utilisé. Je ne crois pas que ce soit un effondrement. Je crois que c'est une très forte progression de l'érosion, si je peux m'exprimer ainsi. 2 points par rapport à 2017. Mais 10 surtout, points en 10 ans. 10 points en 10 ans. Et là, pour le coup, on est plus proche de l'effondrement que de l'érosion. Donc attention quand même aux effets. Ça a été expliqué tout à l'heure, puisqu'il faut 12,5%, je le rappelle, des inscrits. Ça veut dire qu'en dessous de 25%, vous n'avez quasiment aucune chance d'accéder au second tour. Et donc, ce soir, les duels devraient se compter sur les doigts d'une main. Et je suis triangulaire, sur les doigts d'une main. Et je suis très optimiste. Juste un petit mot, je reviens sur l'histoire de la majorité de projets. Je rappelle quand même que, et c'est lié au point précédent, on se demande si Jean-Luc Mélenchon va obtenir une majorité, si Emmanuel Macron va obtenir une majorité, et si d'aventure Emmanuel Macron obtient une majorité, sera-t-elle absolue ou relative? Je rappelle qu'il n'y a eu qu'une seule fois où le président a eu une majorité relative, c'est 1988. Michel Rocard. Michel Rocard est nommé Premier ministre. Il met en œuvre une politique d'ouverture, puisque précisément, il doit faire rentrer des ministres dans son gouvernement socialiste, ministres de centre droit et d'ouverture, pour s'assurer d'une majorité
à l'Assemblée nationale. Là, il y a quand même un petit souci, parce que si d'aventure on est dans cette configuration-là, l'ouverture, je rappelle qu'Emmanuel Macron, il l'a déjà faite il y a 5 ans, que les gens de centre-droit sont déjà, et même de centre-gauche, rentrés dans son gouvernement, et que donc s'il veut élargir encore son pacte présidentiel et son pacte majoritaire, il va falloir aller chercher en dehors de l'actuelle majorité, et ça ne va pas forcément être facile pour lui. Oui, j'avais envie de rebondir sur ce que vous disiez, Amélie, sur le côté mondial de la chose abstentionniste. Il y avait un pays qui était toujours cité en France comme la référence de la démocratie d'abstention. C'était les États-Unis. Et aux États-Unis, la majorité absolue des Américains ne votait plus à la présidentielle. Donc là, à la reine des batailles. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu... le débat politique s'est avivé aux États-Unis et qu'au fur et à mesure que le débat politique s'avivait, l'augmentation de la participation est arrivée avec. Et on est arrivé maintenant à ce qui est 67% de participation à la dernière élection présidentielle américaine. Et comme 67%, c'est calculé chez eux, non pas par rapport aux inscrits, mais par rapport à l'ensemble des gens potentiellement électeurs, ça veut dire que c'est des chiffres supérieurs aux nôtres dans une présidentielle. Autrement dit, rendez l'élection intéressante et les gens viennent. Il ne faut pas s'imaginer que c'est perdu. Et j'ajoute une deuxième chose, parce qu'on a parlé tout à l'heure de bêtises constitutionnelles ou quelque chose comme ça à propos de Mélenchon. Moi, je crois que tout ce qui peut rendre l'élection intéressante est bon à prendre. Et que dire que c'est le 3e tour, la législative, par rapport au présidentiel, c'est un vieux truc. En revanche, dire « élisez-moi président de la République », ça n'est pas Premier ministre, c'est pas si absurde que ça. Un jour, François Mitterrand s'est retrouvé avec une opposition majoritaire dans les urnes. Il devait nommer Chirac. Il n'a pas voulu nommer Chirac. Il a pensé prendre quelqu'un dans la même sphère, mais il voulait nommer son copain, Jacques Chaban-Delmas. Et c'est Chaban-Delmas qui lui a dit « Tu ne peux pas faire ça. Ils vont me rejeter tout de suite. C'est pas de jeu. » Donc en vérité, Chirac était imposé par la nouvelle majorité. Et si jamais Mélenchon avait une majorité en siège dimanche prochain, ce qu'à Dieu ne plaise, il a la possibilité d'obliger Macron à accepter cette sanction des urnes. Juste un petit mot sur la comparaison avec les États-Unis. On va aller sur le terrain. Qui est très intéressante. Mais c'est vrai que l'élection présidentielle américaine est incroyablement simple par rapport au jeu politique français, parce qu'aux États-Unis, l'affrontement bloc contre bloc, ce qui était l'équivalent de droite contre gauche chez nous pendant très longtemps, ça fonctionne, ça simplifie l'enjeu et ça permet l'ultra-personnalisation de la bataille électorale. Et donc, ça attire les électeurs. En France, on voit bien que plus on avance dans le temps et plus les scrutins se compliquent. On a parlé tout à l'heure des 3 blocs, on a connu des élections où il y en avait 4, maintenant on a des grands scrutins locaux où l'élection est quasiment illisible en termes de lecture nationale, et donc voilà, nous ne sommes pas dans cette situation-là, et la complexité de notre jeu politique national a tendance, et c'est troublant, à dissuader un plus grand nombre d'électeurs d'aller voter. Allez, on va faire un petit tour sur le terrain et se rendre du côté d'Hénin-Beaumont où vous vous trouvez, Léonard Attal. Vous suivez la candidate Marine Le Pen. Alors, elle doit observer ce chiffre, 53% d'abstention selon notre estimation. Que fait-elle? Où est-elle actuellement, Léonard? C'est vrai, Marine Le Pen, elle se repose dans un lieu tenu secret par ses équipes de campagne et surtout elle attend les premières remontées de terrain car vous le savez, à Hénin-Beaumont et dans toute la 11e circonscription du Pas-de-Calais, les bureaux de vote ferment à 18h et notamment évidemment elle regarde les chiffres de la participation et à Hénin-Beaumont, ville principale de cette circonscription dans laquelle elle brigue un second mandat, eh bien la participation est de 42,8%, c'est plus à 17h, c'est plus que la moyenne nationale mais c'est moins 1,5 point de moins qu'en 2017, chiffre important pour Marine Le Pen qui est attendue avant 20h ici dans cette cour où nous nous trouvons, cette soirée électorale qui va se dérouler en plein air où tout est prêt, vous le voyez, pour accueillir une petite centaine de personnes et Marine Le Pen prendra la parole sur l'estrade qui se trouve derrière moi aux alentours de 20h30. Merci beaucoup, Léonard Attal. Merci. On se retrouve un peu plus tard. On s'arrête encore et toujours sur ce chiffre. IFOP Fiducial Les Indes Radio, 53% d'abstention. La projection pour 20h. Alors là, on était du côté de Marine Le Pen.
Concrètement, Nathalie Chuc, dans les QG, on est comment là? Quand on regarde un chiffre pareil, est-ce qu'on se dit, bon, après tout, c'est le sens visiblement de l'histoire et on l'avait pris en considération, ou de fait, on est abattu quand on est un homme ou une femme politique? Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y a certains camps qui aujourd'hui regardent le chiffre en se disant c'est pas mauvais pour nous ou c'est très bon pour nous. Je pense que d'ores et déjà dans les différents QG, on voit ce que pourrait être la fumée blanche en fonction du taux de participation. Ça a une incidence mécanique, hein, c'est de l'arithmétique électorale. Hein. On le rappelait tout à l'heure, pour être qualifié au second tour, il faut avoir 12,5% des électeurs inscrits, ce qui veut dire qu'avec une abstention de 53%, il faut atteindre grosso modo 25%. Vous aviez 27. Un chiffre plus précis. 27. Ça veut dire 27%. Vous imaginez si on n'est pas premier ou deuxième. Ouais. Et ça, du coup, ça veut dire que si vous n'avez pas d'alliés avec vous, c'est un petit peu compliqué. Donc d'ores et déjà, ce chiffre de la participation, pour les spécialistes de la carte électorale, ça veut dire quelque chose, ça donne une petite indication potentielle sur le résultat. On va attendre gentiment 20 heures pour ça. Marine Le Pen est à la tête, enfin, elle ne préside plus le Rassemblement national, David Revaud-Dallon, mais elle présente des candidats. J'ai compté 567 candidats. C'est la formation politique qui présente qui présente le plus de candidats. Elle a besoin d'afficher ses forces et de construire un maillage. Oui, mais enfin, c'est toujours le même film qui passe, comme dans la chanson de Francis Cabrel. C'est-à-dire que ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on nous explique que le problème de Marine Le Pen, c'est de réussir son implantation et son maillage local. Or, force est de constater qu'on ne voit pas venir au scrutin, grand-chose. Au scrutin précédent. Régional, je dois le rappeler, on nous annonçait 3 régions, dont la très grande région PACA qui devait tomber dans l'escarcelle du RN. Il n'en a rien été, tout simplement parce qu'effectivement, il y a un problème de ressources humaines, de personnel politique, de crédibilité sans doute de candidats. On a pu l'apercevoir dans certains épisodes de la campagne. Et puis, globalement, la stratégie de Mme Le Pen, on l'a vu tout à l'heure, on le disait, dès le soir du deuxième tour, on a l'impression que l'opposant numéro 1, Emmanuel Macron, c'est plus du tout la finaliste de la présidentielle, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui lui ravit, qui lui chipe un petit peu ce flambeau-là. Et puis, surtout, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'unité à l'extrême droite. On l'a dit tout à l'heure, ce qui a fait la dynamique de la gauche portée par Jean-Luc Mélenchon, c'est la capacité à rassembler son camp au-delà des limites traditionnelles du parti La France Insoumise. Donc, réussir cette alliance que l'on disait improbable et rassembler ces gauches que l'on disait irréconciliables. L'extrême droite n'a pas du tout le même paysage. Vous l'avez dit, il y a un grand nombre de candidats du Rassemblement national, mais il y a aussi un très grand nombre de candidats de Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour. Il y a aussi des candidats, des patriotes de Florian Philippot, des candidats de Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan. Donc tout ça, ça fait un paysage très morcelé pour l'extrême droite. Et c'est aussi peut-être la conséquence du fait que Marine Le Pen n'a pas donné le sentiment, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, de vouloir surinvestir cette campagne législative. Je saisis la balle au bon. Jean-Luc Mélenchon, justement, on est au plus près de lui également aujourd'hui grâce à vous, Mathilde Guénégan. C'est à Paris, il y a un QG, il devrait s'y rendre ce soir. Il a été très présent, on l'a dit, dans cette campagne, Mathilde. Et donc, il passe sa soirée, c'est ça, non loin de vous, derrière vous. Oui, il a été très présent dans cette campagne, vous l'avez dit, parce qu'il y a eu vraiment à gauche 2 campagnes qui se sont menées pour ces élections législatives, circonscription par circonscription, bien entendu, et une campagne nationale menée par Jean-Luc Mélenchon pour la coalition NUPS. Jean-Luc Mélenchon qui a donc multiplié les déplacements pour s'afficher auprès des différents candidats, des différentes nuances de cette coalition de gauche. Il a été en meeting à Caen, il s'est déplacé à Strasbourg et à Marseille, où il a voté ce matin. Précisons que Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat cette année à un poste de député. Il est attendu dans 30 minutes à peu près maintenant dans le bâtiment qui se situe juste derrière nous. C'est le QG de la France Insoumise. C'est ici qu'ont eu lieu les négociations pour l'accord de la NUPS et c'est ici que Jean-Luc Mélenchon attendra les premiers résultats entourés de ses proches. Mais autour de la table, il y aura aussi ses autres partenaires. Donc il y aura des représentants du Parti Socialiste, du Parti Communiste et d'Europe Écologie Les Verts. Donc on voit déjà que cette image ce soir ici, elle rentrera déjà dans l'histoire de la gauche. Merci beaucoup Mathilde Guénégan en direct donc, du siège de la NUPS. Nathalie Chuc, c'est vrai qu'une campagne législative, c'est presque 577 batailles, mais il y a quand même des meetings un
peu nationaux ou au moins départementaux. C'est ce qui pourrait se passer et c'est ce qui s'est passé un petit peu dans cette campagne de premier tour. Non, mais c'est une élection nationale plus qu'une élection locale. On l'a dit, pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon notamment a essayé d'unir ce bloc de gauche, voilà, parce qu'il faut une alliance pour passer ce coup près des 12,5% des inscrits, donc je disais donc 27% au premier tour. Donc forcément vous êtes obligé de faire une campagne nationale et on voit bien que localement ça change totalement les choses. Si vous avez un candidat qui est estampillé par exemple Parti socialiste, écologiste, Rassemblement national, qui est tout seul ou pas, à contrario, Marine Le Pen a fait un choix très particulier qui a consisté volontairement ou pas, à ne pas faire alliance avec Éric Zemmour qui lui tendait pourtant la main. Le fait d'être divisé et d'avoir des candidats qui se font face parfois fait que c'est beaucoup plus difficile de se hisser au second tour. Donc on peut potentiellement imaginer qu'elle a fait une croix sur ce scrutin en se disant « bon, je vais me débarrasser d'Éric Zemmour, comme ça la prochaine fois je ne l'aurai pas dans les pattes ». C'est peut-être ce calcul qui a été fait. Après, vous parlez de multiplication des candidats, il faut quand même rappeler aussi une chose. Si les Français ne se sont pas mobilisés massivement, en revanche, les partis, eux, se mobilisent beaucoup au premier tour des législatives. Pourquoi ? Rappelons quand même que leur financement est indexé pour partie sur ce premier tour des élections législatives. J'ai compté 36 partis au total. En moyenne, Exactement. 11 ou 12 candidats par quasiment la moitié du financement électoral. En moins par rapport à il y a 5 ans. Parce qu'il y a une certaine désaffection et pourtant, pour les partis, chaque voix qui se porte sur un candidat, ça rapporte entre 1,5 et 1,7 euros par an pendant 5 ans. Donc il y a des partis qui aujourd'hui, vous le disiez, il y en a 36 aujourd'hui qui alignent des candidats, qui présentent des candidats uniquement pour ramasser un petit pactole financier pour pouvoir survivre pendant 5 ans. Et même des grands partis, pardon, aussi. Pour qui ce scrutin sera totalement décisif sur le plan financier. Et ça, c'est la deuxième partie. En plus, les 1,50 €, 60 que rapporte chaque député en fonction du nombre de voix au premier tour. Et vous avez chaque parlementaire, chaque député qui rapporte, j'ai regardé, environ 37 000 € pendant 5 ans au mouvement auquel il a choisi de se rattacher. Donc faites le calcul pour des partis politiques. Là, ça pourrait être une grande perte à partir de ce soir. Est-ce qu'on peut aussi s'arrêter sur les personnes qui sont derrière ces 53% ? Qui sont ces Français derrière les 53% ? Peut-être Frédéric Dabi et Roland Quérol. Déjà, j'ai envie de dire, on sait qu'il y a un profil des électeurs qui s'abstiennent, plutôt des électeurs jeunes, même si ce n'est pas toujours vrai. Il y a eu une époque où des primo-votants, notamment ceux qui votaient pour la première fois à la présidentielle, votaient massivement. Mais c'est plutôt un électorat jeune, un électorat populaire, un électorat faiblement diplômé. Mais j'ai envie de dire, pour qui sonne le glas, il sonne pour tout le monde. Quand on dépasse un tel chiffre, même si c'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, Amélie, un effondrement par rapport à 2017, c'est la poursuite de l'érosion, j'aime bien cette formule, mais c'est quand on compare par rapport à 2017, voilà, quand on compare par rapport à 2007, c'est quand même 14 points de plus, hein. C'est quand même pas rien par rapport à 2007. Tout le monde peut être touché. On se souvient aux élections municipales de l'électorat âgé, alors pour des raisons spécifiques liées à la crise sanitaire, qui n'étaient pas du tout ou très peu à aller voter. Mais en tout cas, toutes les catégories seront touchées, mais sans doute un électorat faiblement intéressé par la politique sera surreprésenté parmi le profil de ces personnes abstentionnistes. Roland Quérol, ancien sondeur, hein, vous en avez fait des portraits d'abstentionnistes, j'imagine, et les partis se saisissent de vos études pour peut-être mieux répondre aux attentes, aux aspirations des Français. Oui, alors les portraits, ils donnent toujours ce que Frédéric vient de dire, c'est-à-dire que malgré le fait que ça va, ça vient, il y a toujours cette loi qui est que les jeunes ne votent plus, quoi. Grosso modo, les jeunes ne votent plus. On a maintenant, sur la moyenne des élections du mandat Macron, 80% des jeunes de moins de 30 ans qui ne votent pas. C'est quand même incroyablement élevé. Et les catégories populaires votent largement moins que les autres. Alors évidemment, ça n'est pas sans conséquence sur les politiques publiques menées, parce que les partis ils mènent des politiques en fonction de leur clientèle, sans côté péjoratif. Mais il y a des gens qui sont en dehors de la clientèle politique et qui donc pèsent moins sur la décision politique. Les jeunes, les ouvriers, les employés pèsent moins sur la décision politique parce qu'ils n'y vont pas. Alors, reste à voir ce qu'est la réaction des politiques. Moi, je pense que Nathalie a dit ce qu'il fallait dire, mais j'ajouterais une chose un petit peu plus pervers pour les politiques, c'est que le soir des élections, ça ne manquera pas ce soir après 20h. Ils vont avoir des larmes dans la voix devant cette démocratie de moins en moins participative sur le plan électoral. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Rien. On verra. Rien. On verra pas. On a trop vu que c'était rien. C'est à vous tous ici, maintenant, de faire en sorte qu'on prenne au sérieux ce message. Il est arrivé à des niveaux trop importants pour qu'on se résigne. Donc, mais pas on ne de... peut